quand c'est OK pour toi. C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast L'amour est partout. Donc, je suis Christelle, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, fondatrice de Dame de Cœur. J'ai créé ce podcast pour que vous puissiez écouter de belles histoires de rencontres amoureuses et pour vous transmettre des clés affectives. Parce qu'aimer, ça se ressent, mais ça s'apprend aussi. Aujourd'hui, j'ai choisi d'inviter Guillaume de Brébisson, auteur et sexothérapeute, expert sur la sexualité. Bonjour Guillaume, Bonjour Christelle, comment vas-tu? ça va très très bien. Je suis très heureux d'être ici à Lille, dans un endroit que j'aime et où je me sens bien. Et en ta compagnie, c'est super, tout va bien. Il me semble que tu as de la famille ici, hein, je Oui, c'est pense. ça, j'ai de la famille ici, donc c'est agréable de revenir. Voilà. D'accord, mais tu es pas né dans la Je ne région. suis pas de la région, non, non. D'accord, ok. Alors Guillaume, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un sujet qui est la sexualité en amour, notamment des garçons et de l'éducation sur la sexualité, notamment des garçons. Pourquoi tu as choisi ce thème? Mais je suis, je pense, comme beaucoup de personnes aujourd'hui, absolument affolé de voir la succession de scandales liés à des dérives autour des violences sexuelles essentiellement, qui sont perpétrées majoritairement par des hommes, même si des femmes aussi commettent des violences sexuelles. Mais aujourd'hui, les scandales qui font la une de l'actualité, ce sont des scandales liés à des hommes, Tu penses euh, notamment, par exemple, au au viol de viol de Mazan. Mazan. Je pense à ce chirurgien, je crois que c'est un chirurgien qui a abusé 350 patientes sur une vingtaine d'années. Je pense à toutes ces histoires, ce Puff Daddy, ou je ne sais pas comment on l'appelle, Ouais. qui organisait des fêtes dans lesquelles il y avait énormément d'abus sexuels aussi. Donc, tout ça laisse montrer une sexualité déviante, une sexualité malsaine, qui est portée par des hommes et peut laisser croire que les hommes seraient majoritairement portés à une forme de sexualité déviante et malsaine. Je ne pense pas que ce soit le cas, mais je crois qu'il est important qu'on se préoccupe aujourd'hui de l'éducation des enfants en général et des garçons en particulier aux questions de sexualité, parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, l'éducation en matière de sexualité, elle est laissée non pas à l'école, elle n'est pas déléguée à l'école, elle est déléguée au site porno. La vérité, c'est ça. Et aujourd'hui, un petit garçon de 9 ans a 20% de chances d'être mis en face d'images pornographiques qui sont des images dont la teneur est extrêmement violente et qui peuvent le marquer à vie. Il ne faut pas non plus diaboliser le porno, mais tout de même, le porno vu trop tôt, c'est dangereux parce que ça crée une empreinte et cette empreinte, elle est nocive, toxique, à la fois pour le cerveau de celui qui regarde, le petit garçon par exemple, mais elle est surtout toxique dans ses agissements plus tard et dans sa manière de considérer la sexualité. Et moi, toutes les personnes que j'ai, par exemple, en thérapie aujourd'hui, tous les hommes que j'ai en thérapie et et qui consomment trop de porno, qui me disent consommer trop de porno, sont tous des hommes qui ont vécu des violences sexuelles lorsqu'ils étaient enfants. Pour moi, il y a un lien à la fois lorsqu'on est victime de violences sexuelles, on va être attiré par le porno, et également lorsque on consomme trop de porno trop tôt, on risque plus de créer, de devenir quelqu'un qui va, un agresseur sexuel, quelqu'un qui va commettre des violences sexuelles sur autrui. Donc, Alors, il pour y a pas vraiment faire un danger. d'amalgame quand même, tous ceux qui regardent du porno n'ont pas eu de violence sexuelle, hein, Non, on non, est d'accord. c'est parce que je parle vraiment de l'abus. Non, non, bien sûr. Il faut rappeler que 95% des hommes regardent ou ont regardé du porno, 49% des femmes. Je ne suis pas du tout en train de dire qu'il faudrait interdire le porno. Je ne fais pas partie de ces gens-là du tout. Euh, En revanche, il est important de comprendre que le porno trop regardé a des effets toxiques sur des esprits peu préparés. C'est-à-dire que, en fait, il y a différents problèmes, mais il y en a un qui est essentiel, qui est le premier contact avec la sexualité. Il est important que le premier contact avec la sexualité ne soit pas délégué au site porno. Et il est normal que des jeunes garçons, en particulier, jeunes filles aussi, aient un désir de se diriger vers les sites porno pour comprendre comment
comment on fait? Comment ça se passe quand on fait l'amour? Parce qu'il faut bien se rappeler, faut essayer de se souvenir de notre adolescence à nous, peut-être aussi de notre préadolescence, c'est qu'il y a toutes ces années où on sent qu'il se passe quelque chose dans notre corps, où on a des désirs qui sont bien des désirs de sexualité, mais où on ne sait pas. On sait, on sait de manière subliminale, mais on ne sait pas réellement comment les choses se passent. Et à ces âges-là, les réalistes, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est toute la Bien difficulté. sûr, ça reste un film, on n'est pas dans la réalité. Ça reste un film. Euh, les, les, l'atmosphère générale qu'il y a entre les hommes et les femmes dans les films porno n'est pas du tout représentative de ce qui se passe entre un homme et une femme qui vont faire l'amour après une soirée où ils auront été dîner dans un bon restaurant ou je ne sais pas quoi. Et ce n'est pas comme ça. Et d'autre part, la sexualité elle-même, même si elle comporte une grande part de génitalité, n'est pas réduite à la génitalité. Et lorsqu'on fait l'amour, ça ne se passe pas comme dans un film porno. Les nuances sont subtiles, mais ce sont ces nuances subtiles qui font toute la différence. Donc lorsqu'on est trop impacté par ces images-là, on peut réellement se tromper de bonne foi et en plus de ça, ne pas répondre à quelque chose qui est très important, c'est qu'un ado qui va faire l'amour peut-être pour la première ou la deuxième ou la troisième fois, en fait, il est envahi d'émotions. Et ces émotions sont des émotions qui sont très belles, qui sont inconfortables pour lui sur le moment, mais qui sont très belles. Et elles sont complètement dévoyées par la manière dont la sexualité est envisagée par le porno. Donc en fait, il y a une espèce de réponse à l'émotion par quelque chose de mécanique et de, je dirais, presque déshumanisé dans la manière dont les choses se passent quand on observe les films porno, qui va, euh, qui va encourager une forme de dissociation chez l'adolescent. C'est-à-dire qu'il va mettre ses émotions de côté et se réfugier dans la suite mécanique des actes qui lui sont proposés par le porno et qu'il va reproduire, qu'il va tenter de reproduire. Donc, il entre dans un référentiel qui n'est pas le référentiel amoureux, mais qu'il va confondre avec le référentiel amoureux. Et ce faisant, il va de plus en plus se retirer émotionnellement de la sexualité. Et dans ce cas-là, on arrive à quelque chose de mécanique, où il n'y a plus que la performance qui compte, et où ce dont il s'agit, c'est de reproduire des postures et des positions. Tout ça nous coupe de la relation avec la personne aimée, a priori, avec qui on souhaite mener à bien cette sexualité. Et qu'est-ce que tu penses? Parce que actuellement, quand même, à l'école, normalement, il y a des cours d'éducation sexuelle. Est-ce que tu penses que c'est suffisant ou que ça n'apporte pas Alors, je pense que c'est bien qu'il y ait cette initiative. Voilà. Il faut rappeler que donc c'est 3 heures obligatoires d'éducation sexuelle par niveau de la maternelle à la terminale, en théorie. Dans les faits, il y a énormément d'écoles, de collèges et de lycées qui n'appliquent pas le programme dans son intégralité. C'est une première chose. D'accord. La deuxième chose, c'est qu'en fait, le, il y a deux possibilités. En fait, soit ces cours sont délégués à des personnes extérieures qui sont formées spécifiquement pour ça et qui vont normalement faire quelque chose de conforme au programme, soit ils sont réalisés par les professeurs internes en fait à l'établissement, ce qui est une catastrophe parce que on imagine bien que Ils sont pas la jeune formés, fille, ils sont pas j'imagine. formés, puis Ouais. le serait-il que moi j'ai pas forcément envie que ma prof de français sache quelles sont quand est-ce que j'entre en érection, quoi. Je veux dire, il y a quelque chose qui est complètement incohérent là-dedans, qui Ouais, va tout pas à du tout. fait. En plus, les profs sont ceux qui nous notent, qui ont une vision de chacun des élèves, des a priori, c'est normal, enfin, sur chacun de leurs élèves, donc qui sont bouleversés par cette situation-là. Donc, ça sert à rien. Et comme tu le disais très justement, les profs, même s'ils sont excellents dans leur matière, ils ne sont pas formés aux questions de sexualité. Donc, ça, c'est vraiment la solution, j'allais dire la solution du pauvre. Enfin, C'est c'est un en tout début. cas, voilà, c'est une solution qui n'en est pas une, quoi. Donc,
On en avait discuté justement, toi tu me disais l'éducation, sexuelle, à l'école, OK, c'est bien, c'est un début, mais par contre c'est aussi à l'amour, heu, dont Absolument. il faudrait parler, c'est aux émotions, et ça Oui, par contre on retrouve pas ça, oui, par bah, l'éducation nationale. merci d'introduire ça. C'est un peu mon combat, si on veut. C'est que on parle de sexualité, souvent on dit sexe d'ailleurs et pas sexualité. Pour moi, c'est pas du tout la même chose. Mais on parle jamais du contexte. Et le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est l'amour. Et c'est d'amour dont il faut parler. C'est d'amour dont les fameux adolescents qu'on évoquait tout à l'heure sont remplis quand ils rencontrent une jeune fille, un jeune garçon, et qu'ils ont envie de lui témoigner de quelque chose. Ils sont dans leur amour et cet amour les envahit. Ils savent pas trop comment on fait avec tout ça. Et c'est ça dont ils ont besoin de parler. Je ne suis pas en train de dire qu'il faudrait que les ados n'aient pas de relations sexuelles. C'est pas ça. C'est juste que la sexualité, elle vient à l'intérieur de quelque chose d'autre. Et à force de ne pas parler de quelque chose d'autre, on fait comme si la sexualité était quelque chose, un domaine autonome, un peu comme on parlerait du jogging ou de n'importe quel autre sport. Et ça ne correspond pas à la réalité de l'expérience vécue. Donc, on met de côté euh, tout un aspect qui est absolument essentiel. Parce que si on parle d'amour, si on parle de sexualité dans le cadre amoureux, ça veut dire quoi? Tout de suite, on est dans le respect, tout de suite, on est dans l'écoute de l'autre, tout de suite, on est dans comment faire plaisir à l'autre, comment oser demander à l'autre qu'il me fasse plaisir. Donc, ça, c'est des vrais sujets. Tu me parlais justement, que dans les booms, dans les anniversaires, pour les jeunes maintenant, il y avait des filles très jeunes qui pratiquaient des fellations, parce qu'elles pensaient que c'était, ce qu'il fallait faire. Oui, c'est ça. Autrefois, toute l'histoire dans The Boom, c'était, on le voit dans le film La Boom d'ailleurs, qui est vraiment un vieux film maintenant, mais c'était toute l'histoire, c'était de s'embrasser sur la bouche, Ouais, voilà, tout à avec la fait. langue, sans mêler les appareils dentaires. Euh, et, euh, et ça, aujourd'hui, c'est complètement dépassé. Aujourd'hui, dans une boom, il y a de ci, de là, dans des coins, des jeunes filles qui, agenouillées, font des fellations à des garçons. Parce que, en fait, Ça c'est fait censé peur être ce quand on qui se entend fait, ça, quoi. ça fait peur quand même quand C'est complètement fou. C'est complètement c'est fou. complètement fou, Ça n'a ouais. pas de sens, quoi. Et, et ça donne, ça donne à la sexualité une tonalité générale qui qui est pas très attirante, en fait. Qui est pas, ni pour les filles, finalement pas pour les filles, et pour les garçons, c'est une espèce de masturbation améliorée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la relation, on n'est pas dans l'amour, on n'est pas dans la tendresse, on n'est pas dans tout ça. Or, c'est ça qui va, au contraire, nous faire grandir, nourrir, nous ouvrir le cœur. C'est ça qui est bon. Et dans ce cadre-là, bien sûr, il y a de la sexualité, y compris les fellations, mais c'est pas du tout la même chose. C'est très différent. Tout dépend vraiment du regard qu'on pose sur les actes qu'on va être amené à réaliser. Ouais, tout à fait, et justement, tu penses que, il y a que le porno qui fait que ça a dévié comme ça un peu, dans la société? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses, Euh, qui font que la sexualité est banalisée, technique, Alors, le porno, en fait, le problème, c'est pas le porno en tant que tel. Mmh. Le problème, c'est l'ouverture en 2009, maintenant, donc ça fait déjà 15 ans, de ce qu'on appelle les tubes pornographiques. Les tubes pornographiques, c'est Pornhub, Xhamster, je sais pas quoi, tous ces YouPorn, trucs-là, ouais, bien YouPorn, tout ça. sûr. Ces tubes déversent des quantités invraisemblables de vidéos porno gratuitement sur tous les supports, y compris sur le téléphone portable. Donc, Ouais. le problème, c'est pas le porno en tant que tel, c'est la proximité du porno, puisque tous les ados ont un téléphone portable dans leur poche, et la quantité, le côté massif, quoi, qui va encourager à en regarder encore et encore et encore, un peu comme on est tous plus ou moins intoxiqués, soit à Instagram, soit à Facebook, soit à tous ces réseaux sociaux, eh bien, on peut être de la même façon intoxiqué à Pornhub, YouPorn, tous ces trucs-là. Donc,
Ça, ça en soi, c'est un problème. D'autre part, comme le porno a un aspect addictif, on monte très vite en stimulation vers des formes de porno de plus en plus dégradantes, hein, de plus en plus dures, etc., qui se trouvent aussi très facilement toujours sur les mêmes tubes. Donc ça, c'est un problème majeur. Ce problème majeur a irrigué plein d'aspects de la société. Et aujourd'hui, quand on regarde un clip musical, on voit des choses qu'on n'aurait jamais vues il y a 30 ans, quoi. Quand on ouvre un journal, ça se fait un peu moins, je crois, maintenant, mais il y a eu toute une période où la publicité des marques de luxe était très inspirée de l'univers du BDSM et du porno. Donc, le, le- le problème, c'est que la sexualité globale, et même les films aujourd'hui, les, les, les films de cinéma classique, on va dire, sont également imprégnés d'une sexualité qui est très présente et qui est toujours représentée de la même façon. En gros, c'est un homme rencontre une femme, ils se regardent, ils se veulent, ils se jettent l'un sur l'autre, ils font l'amour comme des fous, et tout de suite il y a pénétration, et après ils se regardent, oh, ah, ça fait du bien, etc. Mais sauf que c'est pas ça la vie, quoi. C'est vrai, tu le C'est décris juste, très bien, mais c'est ça, ouais, c'est pas effectivement. comme ça que ça se passe. C'est juste pas comme ça. Et ça, c'est un problème. Parce- Justement, tu peux nous faire un petit constat de comment ça se passe? Est-ce que par rapport aux patients que tu as, parce qu'on a des fausses idées sur la sexualité. On pense justement, et sûrement à tort, que si nous, on se jette pas sur un mur, qu'on fait pas l'amour passionnément, on n'est pas dans la norme ou que c'est pas normal. Alors, on peut faire l'amour passionnément sans le faire contre un mur. Ouais. Quand on fait l'amour contre un mur, en général, ça dure entre 3 et 8 minutes maximum, Ouais. à peu près, parce que c'est très difficile de tenir cette position-là. Euh, faire l'amour d'une manière enrichissante, douce, nourrissante, épanouissante, etc. Alors, comme je le raconte dans mon ouvrage S'expanouir, notamment, Ouais. Qui est euh, passionnant voilà, d'ailleurs, hein. Lisez-le vraiment, il est passionnant et il nous donne des clés effectivement pour retrouver de la connexion émotionnelle, hein, voilà, ben aussi, c'est exactement ça. Voilà. Faire l'amour d'une manière épanouissante, c'est faire l'amour avec une connexion émotionnelle forte. Et après, ce qu'on fait exactement, l'ordre dans lequel on le fait, ça n'a pas tellement d'importance. Évidemment qu'à un moment donné, la plupart du temps, il va y avoir pénétration. Évidemment qu'à un moment donné, il y aura peut-être une fellation, un cunnilingus, machin. Tout ça, bien sûr, ce sont des ingrédients d'un plat. Donc, c'est toujours un peu les mêmes ingrédients, c'est vrai. Mais tout est dans la manière. Et la manière, si elle est portée par un sentiment très fort, par un amour très présent, ben, en fait, elle va être dans la douceur, cette manière. Elle va pas être dans cette espèce d'intensité qui ressemble à celle des parcs d'attractions, quoi. On dirait aujourd'hui, faire l'amour, c'est aller dans un grand vide, quoi. Non, non, encore une fois, c'est pas comme ça que ça oui, se oui, puis passe. quand j'imagine Euh, que quand on rentre du travail, qu'il y a les enfants, qu'on est crevé après sa journée de travail et cetera, on n'a pas forcément de faire un tour aussi, envie de faire un tour, dans un grand 8, quoi. bon, ben alors, de toutes les manières, c'est pas le bon moment pour Mmh. faire l'amour, ça. D'accord. Alors justement, quels conseils tu nous donnes? Sur le moment, par exemple, est-ce qu'il faut se fixer des rendez-vous? Est-ce que On peut imaginer plein de choses, mais sur ces questions-là, je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que Euh, encore une fois, pour que l'amour soit épanouissant, pour que la sexualité soit épanouissante, il est important qu'on soit reposé avant de faire l'amour. Donc, d'accord, 23 heures après avoir couché les enfants, on est crevé. Le mieux, là, c'est de dormir. C'est pas d'accord, de faire l'amour. Donc, physiologiquement, on est conçu, enfin, avec un système nerveux autonome qui dirige une grande partie de nos muscles et qui dirige notamment les muscles qui gouvernent l'érection et les muscles qui gouvernent l'orgasme. Et le muscle qui gouverne l'érection, quand je parle d'érection, c'est masculine comme féminine. Les muscles qui gouvernent l'érection sont gouvernés par le système nerveux autonome qu'on appelle parasympathique, c'est-à-dire celui qui est le ralentisseur. C'est-à-dire que l'érection, c'est un phénomène de détente corporelle. C'est pas un phénomène de tension, même si le sexe lui-même il est tendu, il est en d'accord, tension, oui. mais c'est un phénomène de détente. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand je suis détendu, j'ai une belle érection, masculine comme féminine. On le voit à la plage, on le voit le matin en se levant, on le voit le week-end, on le voit en vacances, etc.
C'est là qu'on est bien. Quand j'ai une belle érection, je ne vais pas aller à l'orgasme tout de suite. Ça va prendre un certain temps. Donc, je vais pouvoir faire l'amour plus longtemps. Plus je fais l'amour longtemps, plus d'abord j'ai l'occasion de vivre des sensations agréables dans tout le corps, et d'autre part, au moment de l'orgasme, mon orgasme sera plus fort. Donc, ça vaut la peine de d'abord être détendu et reposé. Donc, faire l'amour le soir après le bureau ou après le film, ça a une fonction de décharge, Oui. mais ça n'a pas une fonction de connexion relationnelle, Ça d'intensification de manque la de connexion qualité, relationnelle. quelque part. Oui, c'est un problème de qualité, tout à fait. Et c'est très important de considérer la sexualité dans le cadre de la relation comme quelque chose d'important, justement, comme quelque chose à quoi on va se consacrer, à quoi on va faire, entre guillemets, des efforts, c'est-à-dire on va décider, par exemple, de faire l'amour à un moment où on est reposé, ou ce genre de choses, parce que la sexualité au sein d'une relation amoureuse, elle recharge l'amour, elle recharge la relation amoureuse, elle permet d'approfondir la relation. Et une belle sexualité dans une belle relation, ça donne une relation de plus en plus belle dans laquelle la sexualité sera de plus en plus belle. Donc ça vaut vraiment la peine. C'est un chemin de découverte, c'est un chemin initiatique. C'est quelque chose d'absolument magnifique, à condition de ne pas négliger, de ne pas mécaniser, voilà, enfin de prendre ça, entre guillemets, au sérieux, enfin de Tu s'en vois, occuper. dans ton livre, tu parles aussi, d'infidélité, que parfois on va chercher ailleurs, cette espèce de passion sexuelle, Hmm. à l'extérieur de son couple. Comment tu expliques ça justement? C'est Oh, parce qu'on ben, a ces images-là que le sexe, ça doit être, la passion, ça doit être, oui, il y a de ça. Mais je pense que dans un couple, habituellement, il existe une période passionnelle. Au début de la relation, quand on se rencontre, tout ça, on se manque l'un à l'autre, on a sûr, envie de l'autre tout le temps, on fait souvent on fait beaucoup, beaucoup beaucoup plus l'amour, l'amour, etc., ouais. etc. C'est une période C'est un magnifique phénomène des hormones et c'est un aussi, de phénomène l'état hormonal. amoureux. Ouais, tout Voilà, à c'est fait. ça. C'est un phénomène hormonal qui nous embarque et qui est très agréable et qui dure un certain temps. Et puis, lorsque tout se passe bien, eh bien, comme on se manque sans cesse l'un à l'autre, on va décider d'habiter ensemble, par exemple. Et donc, on entre dans une forme d'engagement. Dans cette forme d'engagement, les hormones changent. Un certain nombre de dispositifs qui étaient hors service se remettent en service. Et tout à coup, la différence à laquelle on est confronté chaque jour, puisqu'on tombe amoureux de quelqu'un qui est différent de nous, donc la différence, au lieu de nous attirer, va nous effrayer. Donc, on va sans cesse vouloir faire que l'autre soit comme nous. Donc, ça touche tous les domaines. Donc, Ce qu'on appelle la désillusion un peu, alors, il y a hein, la désillusion un petit passage et de puis la lutte de désillusion. pouvoir. Ouais, tout Voilà, à il fait. y a une déception La initiale et puis il y confrontation. a la lutte de pouvoir permanente. Cette lutte de pouvoir, elle peut porter sur n'importe quoi. Enfin, ça, les couples sont très, très créatifs pour ça. Et donc, il se passe un phénomène dans lequel plus on est ensemble, plus on est en lutte de pouvoir. C'est exténuant à force. Donc, qu'est-ce qui se passe? On va chercher à être moins souvent ensemble. Et en même temps, c'est basé sur une forme d'incompréhension parce qu'on se dit, mais pourtant, cette personne-là, je l'aime, j'ai de très beaux souvenirs avec elle, etc. Mais bon, moi, j'en ai marre, quoi. Quand je rentre, elle me demande de mettre mes pantoufles tout de suite, alors que moi, je voudrais qu'elle me foute un peu la paix, ou j'en sais rien, ou n'importe quoi d'autre, hein. Et, et, et donc, on va rentrer moins souvent à la maison. Donc, on va pratiquer ce qu'on appelle des fuites. Et les fuites peuvent prendre de très nombreuses formes. La fuite, ça peut être, Tu parles de fuite silencieuse, dans le oui, livre, hein, je c'est parle de ça? divorce Ouais, silencieux, ouais, divorce silencieux. oui, c'est ça, ou Mmh. divorce intérieur. Donc, la fuite, c'est, euh, par exemple, le lundi, je vais au club de badminton, le mardi, je vais au club de poker, le mercredi, j'ai rendez-vous avec mes copines, le jeudi, enfin voilà, on n'est jamais à la maison. Ça, c'est une forme de fuite très courante. Il y en a une autre qui est de se suroccuper des enfants, mais au-delà de ce qui est nécessaire. Il y en a une autre très, 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 très pratiquée qui consiste à travailler énormément et à rentrer tard le soir. Enfin, il y a plein de modes de fuite. Alors, bien sûr, il faut s'occuper des enfants. Bien sûr, il faut avoir des activités à l'extérieur. Bien sûr, il faut travailler. Il y a du boulot, Mais oui, bien tout est sûr. une question de mesure, quoi. Mmh. À un moment donné, la fuite prend toute la place et finalement, la relation de couple, elle est réduite à portion congrue. Il y a une fuite super connue et super pratique, c'est la liaison extra-conjugale. Dans une liaison extra-conjugale, qu'est-ce qui se passe?
d'abord, bah, je suis pas avec mon conjoint, donc je règle cette histoire, de lutte de pouvoir, qui m'épuise et d'autre part, je vis une période passionnelle à Bien sûr, l'extérieur. la nouveauté, La nouveauté, l'interdit et je d'ailleurs. revis tout ce que j'ai adoré vivre avec mon conjoint. Donc ça, c'est très nourrissant, c'est très agréable, c'est voilà. Et en plus de ça, cette période passionnelle, à la limite, elle peut ne jamais s'arrêter, puisque ce qui fonctionne, c'est justement que ça se passe en dehors du couple. C'est-à-dire, si je reste dans mon couple engagé, etc., et que j'ai ma maîtresse ou mon amant à l'extérieur, eh bien, la période personnelle n'a pas réellement de raison de s'arrêter, puisque je ne vais pas changer mon conjoint pour ma maîtresse ou mon amant. Et si je le fais, je vais retomber dans le même système et je vais retrouver une maîtresse ou un amant ailleurs. Tout à fait. Donc Oui, voilà, puis c'est à quand ça que on ça sert a, en fait. quand les personnes ont, une maîtresse ou un amant, il y a des rendez-vous qui se font, il y a de la créativité, C'est très excitant. voilà, Ouais. c'est très excitant, et alors ma question c'est, comment on peut faire pour mettre ces ingrédients-là, dans son couple? Et ben, moi je dis souvent aux couples qui viennent me voir, mais pourquoi vous débarquez pas au bureau de votre conjoint en l'emmenant déjeuner quelque part et en continuant dans un hôtel que vous aurez pris pour l'après-midi? C'est possible, ça. Ça, c'est le genre de truc qu'on trouve tout à fait normal de faire avec sa maîtresse ou avec son amant, qu'on n'imagine Qu'on fait jamais de pas faire ça avec avec la son personne conjoint. qu'on Mais on aime. peut, et c'est Mmh. aussi rigolo, largement. La surprise, on peut la mettre dans son couple. C'est facile. Il y a plein de manières de le faire. On peut s'envoyer des SMS coquins, on peut cacher des post-it avec des mots d'amour dans les poches des habits de son conjoint. On peut faire porter des fleurs au milieu d'une réunion. Enfin, il y a plein de choses possibles. Bien sûr. C'est une question d'orientation de l'esprit, de dire voilà, je m'occupe de ça, quoi. Je veux que mon amour soit tout le temps chargé, tout le temps. Je sais plus qui appelle ça les préliminaires permanents. J'aime bien cette idée-là. C'est-à-dire que quand on fait ça, eh ben, on fait l'amour très bien hein, après. Parce que quand l'homme ou la femme se sent tout le temps désiré par son conjoint, qu'il a des tas de petites surprises, il ou elle a des tas de petites surprises très agréables, qu'il se sent aimé tout au long de la journée, etc., ah ben, il va avoir envie de faire l'amour. Bien C'est sûr. normal. Hein. Et alors, j'ai une question, on entend des sondages, un peu sur ça, que, par exemple, les jeunes préféreraient maintenant regarder une série Netflix que de faire l'amour. Ben, Est-ce que, tu penses que, effectivement les séries, les réseaux sociaux où on scrolle sur son téléphone portable le soir, devant un film, est-ce que tu penses que ça nuit aussi à la sexualité? Quel est ton regard par rapport à ça? ce que je crois surtout, c'est qu'on est dans une société dans laquelle les occasions de dissociation sont de plus en plus fréquentes. C'est-à-dire que quand je suis sur mon téléphone portable en train de regarder les réseaux sociaux ou Netflix, je suis absorbé par la machine. Donc je suis plus en relation avec ceux qui m'entourent Oui, je casse la connexion, hein, très et je clairement. casse Mmh. toute forme de Mmh. connexion. Et en fait, c'est agréable. C'est agréable pourquoi? Parce qu'il se produit un phénomène de dissociation. Dans le phénomène de dissociation, on a des libérations d'endorphines. Les endorphines, c'est une morphine naturelle. La morphine, c'est un produit auquel on est addict assez vite. Donc en fait, on reproduit régulièrement des occasions de s'abstraire, ce qui permet d'être dans un état flottant, un état second, flottant, qui est en fait assez agréable à vivre et qui nous permet de nous éviter de nous confronter à la réalité telle qu'elle est. Alors, ce phénomène-là, il est décrit depuis assez longtemps, en fait, mais je crois qu'il n'a jamais été aussi fréquent, euh, en particulier grâce ou à cause du téléphone portable. Il y a pas longtemps, j'étais avec un ami thérapeute dans un stage que j'animais, et cet ami, lui, c'était la cuisine. Après avoir fait mes sessions d'animation, etc., j'allais dans la cuisine discuter un peu avec lui parce que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Et je me revois il y a quelques jours où on était face à face, on se parle, et tout à coup, j'empoigne mon téléphone portable, je regarde un truc sur Facebook, je crois, je me plonge dedans.
et je vois une petite vidéo sans intérêt dont je suis incapable de me souvenir aujourd'hui, et je me plonge dedans pendant quelques secondes ou peut-être quelques minutes. Il y a eu un silence total qui s'est créé dans la pièce. Moi, j'étais très bien, et puis j'ai relevé la tête, et là, j'ai vu mon ami, avec qui j'avais coupé toute communication pendant 2 ou 3 minutes peut-être, et qui m'a dit, c'est impressionnant comment tu peux t'absorber dans quelque chose et ignorer la personne en face de toi. Il me l'a dit très gentiment, c'était pas du tout un reproche, enfin je l'ai pas vécu comme ça, Bien sûr. mais je me suis aperçu à ce moment-là du fait que même moi, qui suis souvent en train de lutter contre ces choses-là, j'avais cette possibilité de disparaître en fait, d'aller ailleurs, alors même que j'étais très heureux de retrouver cet ami. Et on appelle ça la dissociation, donc, c'est ça? C'est, oui, c'est le mécanisme dissociatif, et je pense en fait qu'on vit en permanence des tas de petites dissociations. On peut appeler ça des absences. Autrefois, on Mmh. disait des enfants qu'ils étaient dans la lune quand ils étaient en classe et qu'ils regardaient par la fenêtre. C'est un peu la même chose. On est toujours en train d'essayer d'échapper à la réalité, en fait, tout le temps. Et ça, ça nous coupe les uns des autres. Voilà. Et effectivement, quelque part, c'est plus agréable de regarder une série sur Netflix que de faire l'amour, parce que ça demande moins d'efforts. Alors là, c'est marrant parce que quand on dit ça, ouais, c'est dingue. Parce que, quand même, faire l'amour, c'est quand même mieux que regarder une série. Enfin, moi, je sais Moi, je suis pas, d'accord, ouais. mais d'accord. Mais Bon, en c'est tout cas, vrai que ça c'est ce demande que de ressentent l'effort, les ça demande gens de à l'heure l'attention, actuelle. ça demande à, je sais pas moi, à prendre une douche avant, ça demande, enfin voilà, c'est une organisation, c'est une action, c'est quelque chose qu'on doit entreprendre avec un début, un milieu, une fin, tout ça. Ça prend du temps. Et alors que finalement, si je suis affalé sur mon canapé à regarder un truc sur mon écran, eh ben, ça prend du temps aussi, mais ça me demande aucun effort. Et en fait, je ne suis pas forcément présent parce que soit je suis complètement absorbé par la série ou le film, ce qui est possible, soit je suis même encore ailleurs. Je ne suis juste pas là. En fait, on adore être absent. D'accord. OK. Alors Guillaume, tu vas nous parler aussi, de ton dernier livre, qui s'intitule De l'amour, du couple et de la sexualité, «Lettre lettre à mon à mon fils». fils. Ouais, tout à fait. Alors, il parle justement d'éducation, sexuelle et affective des garçons? Alors, non, je ne dirais pas qu'il parle d'éducation sexuelle et affective. Ce livre, je l'ai écrit il y a maintenant quelques années, en fait, euh, parce que en me promenant dans la forêt, à Rambouillet, près de chez moi, euh, d'abord, je cherchais une nouvelle thématique sur laquelle écrire, et d'autre part, je me suis aperçu, comme ça, en marchant, que mon grand-fils, qui à l'époque devait avoir 22 ans, je pense, euh, eh ben, j'avais pratiquement jamais parlé de sexualité avec lui. Et je me suis dit, c'est quand même gonflé. Je suis sexothérapeute quand même. Et il est au courant que je m'intéresse Les à la cordonniers les plus sexualité. mal C'est chaussés. complètement ouvert à la maison. Tout le monde le sait. Donc, comment ça se fait que même moi, d'une certaine manière, je n'ai pas parlé de sexualité avec mon garçon? J'ai une fille et un garçon comme enfant. Et avec ma fille, on peut toujours se dire, bon, c'est difficile pour un homme de parler avec sa fille de sexualité, tout ça. Ce qui est vrai. Euh, mais avec mon garçon, comment ça se fait que je ne l'ai pas fait? Et là, je me suis dit, oui, mais je ne peux pas aller l'emmener boire une bière au bistrot et lui dire, bon, alors je vais t'expliquer comment ça se passe. Ça, c'est pas possible non Mmh. plus. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Et je me suis dit que c'était bien de lui écrire parce que il n'est pas obligé de lire. Hein. Donc, moi, je transmets ce Mmh. que j'ai à Bien transmettre sûr. à mon fils, et lui, il fait ce qu'il veut avec ça. Il peut le lire dans 10 ans, il peut ne jamais le lire, il peut lire certains chapitres et pas d'autres. Je me suis dit que c'était une méthode qui était respectueuse de sa personne à lui. Et du coup, je suis rentré, j'ai commencé à écrire je sais pas, 250 pages, je crois, quelque chose comme ça, qui sont donc une grande lettre sur plein de thématiques qui sont bien connues des hommes en général, comme la masturbation, la question de l'orientation sexuelle, la pornographie, bien sûr, les fantasmes, le consentement, tout ce qui concerne l'érection et l'éjaculation, qui est une part importante de la sexualité des hommes, la pénétration, l'amour, le couple, voilà, la communication sur la sexualité, etc., etc. Et ça se termine par soit un homme. Hein, c'est le dernier chapitre. Voilà.
Et j'étais très heureux d'écrire ce livre, vraiment. Mon fils a été très heureux de le lire. Donc, D'accord, de ce donc il a côté-là, lu, c'est d'accord. mission accomplie. Et surtout, j'ai des retours extraordinaires. Ça, c'est d'hommes et de femmes. Et notamment, il y a plusieurs femmes qui m'en ont acheté 5 ou 6 exemplaires pour pouvoir les distribuer autour d'elles, aux hommes de leur entourage. Et D'accord. je trouve ça super. Je vous invite à en faire autant. Achetez-le Avec par paquet plaisir, de ouais, 10 ouais, tout à fait et et on les offre distribuez-le. à Noël. Voilà, et offrez-le à Noël. Ouais, mais c'est un très beau cadeau pour Noël. Ouais, Parce que bah, justement, dans ce livre, je ne parle pas de sexualité sous un aspect technique et pratique, enfin, même si j'en parle aussi, mais je parle de la sexualité dans le cadre de l'amour et de la relation, ce que j'ai appelé le couple, mais la relation, ça peut être multiforme, c'est pas forcément le couple. Et c'est ça qui me semble le plus important finalement. Et puis, j'essaye aussi de dire aux hommes euh, que il existe un mode relationnel avec les femmes qui n'est pas celui de la confrontation et qui permet de bâtir quelque chose ensemble. Parce que ça, c'est une autre chose qui m'habite beaucoup, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, alors peut-être aussi du fait justement de l'actualité pleine d'agressions sexuelles, etc., il y a une polarisation des relations hommes-femmes qui est vraiment très préjudiciable au genre humain en général, qui est vraiment catastrophique, où on a un certain nombre de femmes qui sont tout à fait légitimement choquées par ce qui se passe mais qui transforment ça en agressivité contre l'ensemble des hommes. On a un certain nombre d'hommes qui en font autant vis-à-vis des femmes et on se retrouve à plus trop savoir comment faire pour communiquer de manière apaisée les uns avec les autres. Or, il est essentiel que les hommes et les femmes soient réconciliés, d'une manière générale. Il en va de la survie de l'espèce. bien Enfin, je veux sûr. dire, c'est fondamental, en Mais on fait. a l'impression, et je pense encore à il y a quelques jours, par exemple, où on entend une accusation, sur Mbappé, le joueur de football, comme quoi il aurait, violé quelqu'un en Suède. Mais on se dit: «En fait, c'est tous les jours presque qu'on Mm. entend ça». Et des fois, alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Je ne sais pas. Ça, je suis pas capable de le juger, mais heu, on se dit quand même, est-ce qu'il n'y a pas quand même un mouvement comme ça à toujours pointer du doigt certaines choses, ou est-ce que on n'en fait pas alors on n'en fait pas trop parce que je peux pas dire ça, surtout moi en tant que femme, mais quand même, on a l'impression qu'on n'entend que ça, et des fois, on a même envie de se dire: «Est-ce que c'est vraiment vrai?» Parce que, heu Alors, ça paraît incroyable. Ou moi, alors parce que ça nous met aussi dans la tête que tous les hommes peuvent avoir ce genre de pratique. ça, c'est un glissement intellectuel qui est préjudiciable aux relations entre les hommes et les femmes. Mais la réalité, c'est qu'on ne parle même pas suffisamment des agressions sexuelles. Il y a un problème avec les agressions sexuelles d'une manière générale, c'est qu'elles sont incroyablement courantes et il faut extirper ce mal de nos sociétés. Et on ne peut pas lutter contre les agressions sexuelles sans en parler. Et d'ailleurs, on sort de siècles entiers de silence sur ces Mmh. Je questions-là. suis complètement d'accord Et avec toi. donc ça, c'est extrêmement malsain. Le problème, c'est c'est que parce qu'on parle beaucoup des agressions sexuelles, on va parler beaucoup des hommes pratiquant les agressions sexuelles. Alors d'abord, je rappelle qu'il y a aussi des femmes. Et c'est quand Oui, même on n'en important de entend le pas rappeler, parler, hein, même beaucoup, si on beaucoup, en beaucoup parle moins. presque Mmh. jamais de ça. Oui, tout à fait. Il y a des hommes, il y a aussi beaucoup d'hommes victimes d'agressions sexuelles par des hommes ou par des femmes. Moi, j'en fais partie. J'ai été victime d'agressions sexuelles quand j'avais D'accord. 7 ans par un homme qui en avait 22 ou 23. Voilà. Donc ça existe aussi, Merci de te je le livrer, sais. oui. Et on tire comme conclusion que tous les hommes sont des agresseurs, sont agresseurs ou agresseurs potentiels. Et là, je pense que en fait, on se trompe. Ce qui se passe, c'est que il y a encore une fois ce mécanisme de dissociation dont on est tous plus ou moins victimes, qui nous aide à passer à l'acte sous la forme d'agression, parce qu'on est distancié de l'agression qu'on est en train de commettre, et que à ce moment, enfin que l'agresseur est distancié de l'agression qu'il est en train de commettre, et que à ce moment-là, il est inondé d'endorphines, il est dans un état de béatitude presque,
et ça lui fait du bien à lui. Et ce système qui va créer derrière une réaction en chaîne de stress post-traumatique finit par se transmettre. Parce que quand on a été agressé soi-même, une des manières de retrouver l'état de dissociation qui est en tant que tel agréable, c'est justement d'aller agresser d'autres personnes. Donc ce qu'il faut, c'est lutter contre les agressions. Mais Évidemment. lutter contre les hommes, ça n'a aucun sens Mmh. parce que les hommes sont les premières victimes de ça. C'est comme de mettre les agresseurs au banc de la société, même si ça se comprend tout à fait. Je veux dire, bien sûr que c'est légitime d'être horriblement choqué par ce qui se passe, notamment à Mazan, etc., etc. Euh, il n'empêche que les agresseurs, ce qu'il faut surtout, c'est les soigner. Si on veut qu'il y ait moins de victimes, il faut soigner les agresseurs. Si on dit que, Ouais, si mais on dit que les tu vois, quand agresseurs sont tu des dis de salauds, soigner, alors effectivement, mais alors ça voudrait dire qu'il faut soigner, un peu, heu, un peu tout le monde, c'est un ça que tu peu es en tout le train de me monde dire. parce que ouais, c'est ça. Parce que tu Eh vois, bien, est-ce qu'Mbappé, il a vécu des violences? Je suis pas bien sûre, quand il était jeune ou, tu je ne vois, connais pas le je cas connais pas Mbappé, mais le cas, mais, hem, il y a une rééducation à faire, oui. mmh, Il y a une rééducation générale à faire sur ce qu'est la sexualité, ce qu'est mmh, l'amour, encore une fois, parce que c'est par l'amour qu'on peut sortir de ces histoires-là, et euh, comment être en lien les uns avec les autres, quoi. Et là, alors ça rejoint un peu une question que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que c'est à l'école de faire ça? Oui, l'école, elle peut faire certaines choses. Elle peut informer sur les maladies sexuellement transmissibles, elle peut informer sur le fonctionnement physiologique du corps, etc. Mais en famille, il faut pouvoir parler d'amour. Euh, il faut apprendre aux enfants, alors dès le plus jeune âge, le respect absolu de leur corps et le fait que personne n'a le droit d'y toucher. Et que c'est mieux de crier ou de hurler ou de courir dans les bras de quelqu'un d'autre. Si quelqu'un vient pour faire quelque chose qu'il n'a pas le droit de faire sur mon corps, par exemple, voilà, enfin, il y a plein d'actions de cet ordre-là qui sont à mettre ensemble. Et puis, bien sûr, il faut lutter contre les agressions sexuelles avérées. Et puis, il faut croire la parole des femmes quand elles viennent voir les bien sûr, flics et qu'elles disent qu'elles ont c'est été violées. évident. Enfin, combien de récits de personnes qui osent même plus porter plainte parce que le processus lui-même de la plainte, de l'instruction, de tout ça est tellement long, on remet leurs paroles en doute tellement de fois, etc. Là aussi, il y a énormément de travail, quoi. Donc, il faut arrêter de faire semblant que ça n'arrive qu'aux autres. Parce que la vérité, c'est que l'agression sexuelle en tant que telle, elle est partout dans la société, elle est là Dans presque tous tout les le temps, milieux, dans tous les bien sûr. milieux, il n'y a pas de Mmh. milieu qui y Ouais, échappe, ouais, tout à il n'y a fait. pas de, il y a pas de zone, quoi, de Mmh mh. secteur de la société qui échappe à ça. Et donc, il faut s'emparer du sujet, le prendre au sérieux, prendre au sérieux la parole des victimes et en même temps mener des actions éducatives continues qui ne peuvent pas être seulement le fait de l'école, mais qui doivent être généralisées. C'est essentiel, quoi. Alors Guillaume, merci, de nous avoir expliqué tout ça. J'ai envie que tu nous expliques aussi un peu ton actualité. Je sais que tu fais des stages, Moi, je fais plein de hein. trucs. Alors explique-moi un petit peu, explique-nous. Alors, moi, je travaille beaucoup avec des couples. Et puis, il y a surtout une personne avec qui je partage mon travail, qui est mon épouse, Sabrina. Alors, on a cofondé ensemble quelque chose qui s'appelle l'Université de Tout l'amour. à fait. L'Université de l'amour, concrètement, c'est assez facile de s'y rendre, puisque c'est une chaîne YouTube. Donc, si vous allez sur YouTube et que vous tapez Université de l'amour, vous allez trouver nos vidéos. Et dans ces vidéos, vous allez voir d'une part des vidéos où nous, on parle de couple, d'amour, de sexualité, qui sont donc nos sujets favoris. Et puis d'autre part, des interviews de personnalités qui ont publié des livres sur ces sujets-là, qu'on interroge. Ça, c'est la grande activité de l'Université de l'amour. Et puis, il y a également un site web, universitédelamour.fr, où vous pouvez aller voir nos autres activités qui sont notamment des stages. On fait des stages pour des couples, ouais, et on a aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, 4 stages différents,
un premier qui s'appelle Ouvrez votre cœur et communiquez avec amour, qui va se tenir à Essaouira au mois de mai, où là, c'est vraiment un stage sur la communication dans le couple et comment parler avec amour à son conjoint et comment régler les conflits sans conflit, Ça sans dure grosse combien de dispute. temps Ça, ce c'est un stage de stage? 4 jours. De En fait, 4 jours en pratiquement tous mai? nos stages durent 4 jours. D'accord. On a un autre stage qui s'appelle S'épanouir, faites l'amour avec amour, qui est tout un travail sur le lien entre l'amour qu'on éprouve et la sexualité qu'on pratique, donc entre le cœur et le sexe. C'est vraiment un travail passionnant dont les couples ressortent avec une vision de la sexualité très apaisée et très douce, qui est également l'occasion de faire le point en couple sur plein de sujets liés à la sexualité, comme le désir, comme ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, les fantasmes, enfin plein de trucs comme ça, et qui permettent de mettre ça au centre de la relation de façon à débloquer la parole. Et ça aussi, ça fait beaucoup de bien au couple. Donc ça, c'est ce stage Faites l'amour avec amour. Un autre, qui lui aussi dure 4 jours, un autre stage de 4 jours qui s'appelle Explorer la profondeur de la connexion, où là, on va travailler sur la présence, puisque bien souvent, quand on fait l'amour, ben, comme je le disais tout à l'heure, on est un peu absent, on n'est pas toujours complètement là. Et on va donc travailler sur le lien, la connexion à nouveau, et puis la présence au sein de la connexion. Comment je fais pour rester là, quoi. Et comment je fais pour rester là tout en faisant l'amour. Dans ces stages, il y a des moments en chambre où les couples peuvent aller pratiquer ce qu'on leur suggère de D'accord. faire, de façon à mettre en pratique l'enseignement du stage pendant le stage. Donc ça aussi, c'est un stage de 4 jours. Et puis j'ai un stage enfin nous allons animer un stage de 7 jours, là, un très très gros stage au Costa Au Rica, Costa Rica, qui ouais, s'appellera sublime pays, ouais. S'épanouir pour Ouais. guérir. S'épanouir pour guérir. Et ça, c'est un travail sur la guérison des blessures dans le couple, entre autres avec la sexualité. C'est un stage avancé qui va être absolument magnifique. Quand tu dis avancer, ça veut dire qu'il faut déjà avoir participé aux autres stages? Oui, nous, on n'emmène pas à s'épanouir pour guérir des couples qu'on ne connaît pas. Oui. D'accord, d'accord. Ou alors seulement s'ils ont fait déjà un travail, par exemple, en tantra ou autre chose. Enfin, voilà. De toutes les manières, d'une façon générale, euh, euh, les couples qui nous contactent pour participer à nos stages sont toujours les bienvenus, mais systématiquement, on fait un zoom avec eux pour apprendre à les connaître, se poser des questions, qu'eux aussi puissent nous connaître et qu'on comprenne ce qu'on fait. Voilà, donc ça, c'est mes activités stages. Et j'ai juste envie de rajouter une chose qui est vraiment très chère à mon cœur, c'est que on reçoit également, Sabrina et moi, des couples pour une journée entière. Juste un couple, une journée. Un couple, une journée. Un C'est-à-dire couple, il une n'y a pas journée. d'autres couples, Non, avec il n'y a pas nous, d'autre dans la couple. journée? C'est un D'accord. couple avec nous Ouais. quand il y a un problème à dépasser, un cap à passer, quelque chose de douloureux contre lequel le couple bute et bute et bute sans cesse et n'arrive pas à sortir. Dans ces cas-là, sachez-le, nous, il y a ce qu'on appelle le couple booster, où là, Ouais. vous arrivez chez nous à 9 h du matin, vous repartez à 18 h, et entre-temps, on a fait que de la thérapie sur un déroulement qui est totalement personnalisé en fonction de ce que vous nous avez apporté comme situation. On a communiqué avant, on Ouais. sait ce qui se passe à peu près au sein du couple, on a compris un Tu certain peux nombre de donner des choses. exemples de problématiques un peu pour que les auditeurs se Oui, disent, je me souviens du cas d'un couple qui était très touchant. Ils avaient tous les deux la quarantaine et en fait, ils se connaissaient depuis pas très longtemps. Ils avaient une expérience de vie en commun de l'ordre de 6 mois, quelque chose comme ça. Et ils avaient tous les deux envie d'un enfant, mais ils n'étaient pas sûrs de leur relation et ils n'étaient pas certains d'avoir envie de cet enfant ensemble. Parce que si jamais effectivement ils avaient un enfant ensemble, bien entendu, leur intention à ce moment-là, c'était de l'éduquer ensemble. Et ils se trouvaient un peu fragiles. Ils n'étaient pas sûrs de si c'était malin d'avoir cet enfant ensemble ou pas. Et c'était une très belle, un très beau sujet, parce qu'ils étaient très sincères dans leur questionnement. Et pour nous, ça a été un travail très particulier parce qu'on les a vraiment amenés à réfléchir à la question, à voir ce qu'il y avait derrière, parce que tout en s'interdisant de faire ce qu'on appelle, nous, de la reconnexion. Parce que très souvent, quand un couple arrive, on fait de la mmh, reconnexion. Alors le couple va mieux et il n'a pas envie de se séparer. Mais là, il fallait qu'ils restent libres toute la journée, de savoir s'ils allaient ensemble ou pas. Et au fil de cette journée, qui a été très approfondie, très intéressante,
il s'est passé à un moment quelque chose, c'est que l'homme a fini par dire quelque chose qu'il n'avait jamais osé dire à sa compagne et qui était quelque chose de décisif. Et, mais il s'était jamais senti suffisamment en sécurité pour pouvoir lui dire ce qu'il avait à lui dire. Et là, ça Donc a vous, été vous rendu offrez aussi possible. une bulle de Voilà, sécurité, on offre une bulle de c'est ce qu'offre sécurité. la thérapie aussi, ouais. Et du coup, ils ont pu dialoguer sur le vrai sujet et prendre leur décision. Voilà. Je ne dirais pas quelle était leur décision, mais en tous les cas, ils étaient heureux de ça parce qu'ils avaient dépassé le problème. Voilà. Pour nous, ça, c'est vraiment le modèle de ces journées. C'est parvenir à dépasser un problème. Et c'est des accompagnements qui sont très beaux, qu'on aime beaucoup pratiquer et qui nous semblent très utiles. Voilà. D'accord. On te retrouve aussi, je suppose, sur les réseaux sociaux? On me retrouve sur Facebook beaucoup, mais c'est surtout YouTube, enfin YouTube, Facebook, Instagram, mais surtout YouTube, je pense. D'accord, très bien. On va finir ce podcast. Bien Est-ce sûr, que, il y a quelque chose que tu voudrais rajouter, nous laisser peut-être une clé affective ou une idée importante, que tu as envie de nous partager? il n'y a pas de sexualité sans amour, alors faites l'amour. OK. Merci Guillaume sur cette belle phrase, magnifique. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Vous retrouverez ce podcast sur mon site internet damedecoeur.fr évidemment et sur toutes les plateformes d'écoute. Donc à très bientôt. Au revoir à tous. J'ai même pas le temps.